L'école est le meilleur cadre d'expression des talents et de développement des compétences des jeunes et étudiants. Pour ces vacances 2024, de juillet à août, la télévision togolaise vous offre à travers l'émission Débat Éducation des émissions sur des exercices prestigieux d'art oratoire par les étudiants autour des valeurs telles que la gouvernance, l'éthique, la transparence. Ces exercices de communication thématique préparent les jeunes à se valoriser et savoir se défendre dans la vie. Quant aux conférences d'actualité, les apprenants échangeront avec les spécialistes sur la culture de l'excellence, l'orientation scolaire. Rendez-vous sur la télévision togolaise dans l'émission Débat Éducation de juillet à août 2024 avec Marcel Toyi. Débat Éducation, c'est chaque mercredi sur la télévision togolaise à 15h, rediffusion à 23h30. Bonjour tout le monde, bienvenue au PEM pour cette première conférence thématique que la TVT organise pour une formation qualitative des jeunes durant ces vacances-ci. L'école n'est pas uniquement le lieu où on apprend, mais la télévision, les débats, les conférences sont également des lieux très éducatifs. Nous allons aborder un thème assez capital, qui est un thème, je dirais, en vogue, si je veux dire. Il s'agit de l'informatique et l'intelligence artificielle. Que savez-vous de l'informatique? Que savez-vous de l'intelligence artificielle? Quelle utilité faites-vous de l'informatique? Quelle utilité faites-vous de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous réserve pour demain? Que sera le monde demain avec l'intelligence artificielle? Après l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui viendra? Parce qu'on a connu la mécanisation, la révolution industrielle, la révolution numérique et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc toutes ces questions sont des questions pertinentes, très importantes, qui doivent vous concerner, qui doivent vous préoccuper. Pour vous qui êtes la jeunesse de ce pays, il faut noter que 75% de la population togolaise a moins de 30 ans. Donc ce pays vous appartient. Donc c'est à vous de dessiner en fait l'avenir de ce pays en maîtrisant ces concepts. Qui peut me dire ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est une forme de réflexion créée par les êtres humains qu'on peut dire un peu parfait. Selon moi, l'intelligence artificielle, c'est un moyen de pouvoir coder et de faire de quelque chose un truc parfait. J'ai deux réponses qui sont des réponses assez réfléchies, assez avancées, mais qui méritent d'être, je dirais, rectifiées. Un moyen de pouvoir améliorer le codage, en fait. Un système, quelque chose qui est inventé par les hommes pour pouvoir faciliter la programmation. Ce sont des idées que vous avez de l'intelligence artificielle, mais ce que nous rencontrons ici, la thématique que nous abordons ici va bien au-delà de ce que vous évoquez. L'intelligence artificielle, nous rentrons dans une autre dimension de l'univers. Quand on parle de l'intelligence artificielle, nous dépassons le codage et nous arrivons en fait à un milieu qui dépasse, je dirais, même l'entendement humain. Donc aujourd'hui, nous allons aborder cette thématique qui est très importante. L'intelligence artificielle, il faut dire que c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps, qui s'est juste formalisé ces dernières années. Mais formalisé ces dernières années, en quel sens? Nous avons tous connu la phase, je dirais, artisanat, la fabrication des poteries, des sandales, etc., de l'art, okay? C'est purement de l'artisanat. Et puis cet artisanat a connu une évolution jusque dans la mécanisation. On rentre en fait dans la mécanisation. Okay? Donc le système de fabrication n'est plus manuel, n'est plus artisanal, mais on intègre la mécanique dedans. Et puis de la mécanisation, nous rentrons en fait dans la robotique. Il y avait la robotique sans l'informatique en fait. Voilà, je peux programmer un relais pour pouvoir lancer une action automatiquement. En dehors de la robotique, on arrive en fait à l'informatique qui a beaucoup plus une influence considérable sur la robotique.
Et puis, nous rentrons dans l'intelligence artificielle. J'écris un programme et je fais fonctionner un système. Le système ne fonctionne que suivant les instructions que je mets dans mon programme. Les instructions que je ne mets pas dans le programme ne sont pas exécutées par cette application. Vous avez tous fait de la programmation, vous codez tous ici, donc vous savez de quoi nous parlons. Si je veux dessiner par exemple un rectangle de dimension variable et que le système me permette en fait de calculer l'aire et le périmètre, ce sont les instructions que j'ai mises dans mon code qui fonctionnent en fait. Si je veux faire véhiculer par exemple une voiture intelligente et que si le véhicule rencontre un obstacle, il change de direction, ce sont les instructions que je mets dans le code qui fonctionnent, exactement comme je l'ai mis dans le code en fait. Ce que je n'ai pas mis dans le code ne fonctionne pas. L'intelligence artificielle va au-delà. Une machine ne réfléchit pas. Une machine fonctionne suivant l'instruction que j'ai donnée à cette machine. L'intelligence artificielle, c'est un modèle d'apprendre aux machines de réfléchir. Je reprends. L'intelligence artificielle, c'est un modèle qui apprend à la machine de réfléchir. Quand je prends le véhicule que votre camarade Agbeko a fabriqué, par exemple, et donc un véhicule intelligent qui peut se déplacer lui-même, ce véhicule, en fait, ne réfléchit pas. Réfléchir, c'est que quand je suis ici et quand il commence à pleuvoir, donc je vais changer de direction. Même si ce code n'est pas en moi. Mais aujourd'hui, les instructions que nous donnons aux machines ne sont pas suffisantes. Donc, nous mettons les machines dans les conditionnements où on les apprend à réfléchir. Apprendre à réfléchir à une machine, qu'est-ce que c'est concrètement? Je crée un programme, un algorithme que je mets dans une machine et je vais faire un test banal, apprendre à connaître les animaux. Donc, je mets le chien devant la machine et je dis que c'est un chameau. Donc, ça veut dire que le code n'est pas correct. Donc, je vais améliorer mon code. Jusqu'à ce que quand je mets le chien devant la machine reconnaît que c'est un chien. Et donc, je vais mettre un autre animal, un cochon par exemple, devant la machine et la machine doit reconnaître que c'est un cochon que j'ai ramené. Je vais ramener une chèvre devant la machine et la machine va reconnaître que c'est une chèvre. Et pour amener cette machine à réfléchir, je vais enlever tous ces animaux et je peux lui présenter une image de cochon, par exemple. Et la machine doit réfléchir et me dire que ça, c'est du cochon. Ce n'est pas l'animal physique que j'ai apporté. Mais j'ai appris, en fait, à la machine à réfléchir, à identifier. Et ça, c'est un autre niveau de l'univers. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Aujourd'hui, dans des pays, c'est les États-Unis qui sont en tête, mais qui sont très talonnés par la Chine, vous allez dans des endroits où vous avez des humanoïdes, en fait. Donc, ce sont des robots qui font le journal parlé. Donc, nous sommes sur la TVT, par exemple. Vous imaginez au journal de 20 heures. Donc, c'est un robot qui est assis, un humanoïde. Vous le voyez s'exprimer, mais en fait, ce n'est pas une personne qui fait le journal entièrement. Vous allez, par exemple, dans un hôtel et vous êtes accueilli par un robot qui, en fonction de vos besoins, en fonction des informations que vous lui donnez, il vous propose les différentes suites ou des chambres qui sont dans cet hôtel. Vous avez aujourd'hui en Chine des entreprises qui sont dirigées par des robots, qui sont truffées d'intelligence artificielle. Donc, diriger une entreprise, il n'y a personne qui peut écrire un code, un algorithme qui regroupe tous les besoins d'une entreprise. Tous les besoins. Ici, on est dans une entreprise où la télévision veut faire un reportage ou une émission dans l'entreprise, par exemple. Ça, on ne peut jamais le prédire. Mais un robot qui fonctionne avec l'intelligence artificielle, il est capable, parce qu'il réfléchit, de pouvoir prendre attache avec l'institution, la télévision, et organiser, prendre attache avec les parents, les élèves, et organiser donc une émission. Donc on est en fait en passe de remplacer l'homme par la machine, en fait. C'est là qu'il est très important de savoir que l'intelligence artificielle ramène le monde dans une autre dimension. Nous allons dans une autre dimension. Quand je suis dirigeant d'une entreprise, un employé qui vient me voir et qui dit qu'il est malade, il veut demander une permission, il veut une augmentation salariale, et bien donc je vais devoir étudier le parcours de cet employé. Depuis quand il est rentré dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que je peux lui accorder une augmentation salariale? Tout ça ne peut en aucun cas être intégré dans un algorithme. Mais aujourd'hui, vous avez des robots qui dirigent des entreprises et qui prennent toutes les recommandations nécessaires pour faire fonctionner
révolutionner une entreprise. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous avez aujourd'hui des drones sur lesquels vous pouvez transporter une personne ou vous pouvez livrer des colis. Et ces drones, par exemple, ce sont des drones qui sont truffés d'intelligence artificielle. Par rapport aux difficultés, aux conditions qu'ils rencontrent, eh bien donc, eux-mêmes, ils s'adaptent en fait aux besoins, typiquement comme une personne peut penser. C'est ça, en fait, qui fait réellement craindre. Parce que l'intelligence artificielle est parfois vue comme étant, je dirais, une bombe nucléaire de demain. Mais c'est un outil très bénéfique et qui peut également être aussi dangereux. D'accord? C'est un outil très bénéfique qui apporte beaucoup de qualité. Aujourd'hui, les banques, beaucoup d'institutions fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Si vous êtes une institution bancaire aujourd'hui, ou de l'assurance, ou industrielle, et que vous n'intégrez pas l'intelligence artificielle, et donc, dans quelques années, vous serez complètement largué. Il y a un outil capital de l'intelligence artificielle que beaucoup utilisent, beaucoup d'élèves déjà utilisent. Qui connaît cet outil? Il y a un outil capital de l'intelligence artificielle que beaucoup utilisent. Vous avez déjà touché ça probablement ici. Un outil d'intelligence artificielle qui produit du texte. Il produit du texte et du contenu. Par rapport à l'information que vous lui donnez, il vous produit du texte. On va lui donner le micro. Je pense qu'il s'agit du ChatGPT. Voilà. L'élève Gabiam Edouard, qui passe en 3e sciences et technologies, nous dit ChatGPT. Qui aussi a entendu parler de ChatGPT dans cet auditoire? Qui a entendu parler de ChatGPT? Qui aussi? Toi aussi, tu as entendu parler de ChatGPT. Qui aussi? Voilà, il y a pas mal d'élèves qui ont entendu parler de ChatGPT. Ça veut dire que l'intelligence artificielle est rentrée dans votre vie et vous en faites utilité sans vous en rendre compte. ChatGPT, mais c'est quoi donc ChatGPT? Qui peut me dire ce que c'est? Ça sert à quoi? On fait quoi avec ChatGPT? Bon, d'après ce que j'ai pu faire avec ChatGPT, je peux dire que c'est un système qui nous permet d'avoir les réponses à toutes nos questions. C'est une réponse assez intéressante de Arwefa. ChatGPT, c'est un outil de l'intelligence artificielle, un outil qui fournit du contenu. Il produit du contenu texte. Donc vous avez un besoin, vous vous adressez à ChatGPT et il vous produit un texte par rapport à votre besoin. Moi, je veux solliciter un emploi. Je dois écrire une lettre de motivation. Je dois écrire un CV. Et donc, je vais à ChatGPT, je vais lui dire que voilà ce que j'ai besoin. Et il va me produire un CV correct. Et il va me produire une lettre de motivation. Je veux même écrire une rédaction. Il y a des étudiants qui utilisent même ChatGPT pour produire leur thèse, leur mémoire, de plus de 300 pages. ChatGPT est un outil fondamental. Il n'y a pas que ChatGPT. Il y a plusieurs autres outils de l'intelligence artificielle. Mais ces outils, petit à petit, je dirais, annihilent la capacité humaine. Parce qu'au lieu que je me concentre, au lieu que je réfléchisse, au lieu que je me focalise sur mes leçons de vocabulaire, ma leçon de grammaire, mes leçons de conjugaison, les accords, pour pouvoir produire mon texte, eh bien, moi je trouve facile en fait. Pourquoi je dois faire ça si ChatGPT est là? Donc je vais m'adresser à ChatGPT qui va me produire du texte. Et donc c'est là où vous allez voir que l'intelligence artificielle ramène deux façades de l'univers. L'intelligence artificielle ramène la culture, connaître, savoir, utiliser. Et de l'autre côté, l'intelligence artificielle, l'informatique l'a déjà fait, et l'intelligence artificielle l'approfondit, ramène ce qu'on appelle l'aliénation. Mais c'est quoi la culture? La culture, c'est quoi la culture? Qui peut me dire ce que c'est que la culture dans cet auditoire? La culture, vous avez tous entendu parler de la culture. C'est quoi la culture? Pour moi, la culture, c'est l'ensemble des connaissances que nous avons sur tout et n'importe quoi. L'élève Abba me dit que la culture, c'est l'ensemble des connaissances que nous avons sur tout et sur n'importe quoi. C'est pas mal, c'est une très bonne définition. Une très bonne définition. Mais moi, je dirais que la culture, c'est l'effort personnel que je fais, l'effort cognitif ou physique pour apporter une élévation universelle. C'est une définition personnelle. La culture, c'est l'effort cognitif. Quand on parle de cognitif, ça fait référence à quoi? Effort cognitif. Ça fait référence à quoi? Pour moi, dans cognitif, on peut rapporter un mot
pensée ou réflexion. Très bien. Abba Charbel, cognitif veut dire penser. Cognitif, ce qui vient de la mémoire. Donc, un effort cognitif. Voilà, cognitif veut dire penser. Cognitif fait référence directement à la mémoire. L'effort cognitif ou physique que je dois faire pour apporter une élévation à l'univers. Tout ce que nous faisons, ça relève de l'élévation de l'univers. Aujourd'hui, quand vous vous êtes habillé, c'est qu'il y a des années, certains se sont battus pour que vous puissiez vous habiller. Si vous avez un téléphone aujourd'hui, c'est qu'il y a des ingénieurs qui se sont battus pour que vous puissiez avoir un téléphone. Si vous avez une belle montre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour que vous ayez cette montre, en fait. Tout ce que nous faisons dans le monde, c'est élever le niveau d'existence humaine. Donc, l'effort cognitif que je fais, ou l'effort physique que je fais pour apporter une élévation à l'univers, c'est ce qu'on appelle la culture. À l'opposé de la culture, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'aliénation. Quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'aliénation? C'est le fait de perdre les connaissances, ne plus faire assez d'efforts pour se cultiver. Donc on perd la culture qu'on avait et on n'en gagne plus. Très bonne réponse, Edouard. L'aliénation, c'est la servitude, c'est l'assujettissement volontaire. C'est un choix. Autant vous choisissez d'apprendre, autant vous choisissez d'élever l'univers, autant vous choisissez de vous cultiver, autant vous pouvez prendre la voie négative qui conduit à l'aliénation. C'est l'abandon de soi, la servitude, la déculturation, mais qui vient souvent d'un entraînement négatif. Vous êtes rentré dans un système qui vous entraîne négativement. Et ce système peut être l'informatique. Ce système peut être l'intelligence artificielle. Moi, je me lève le matin et la première chose que je vais faire, je vais prendre ma tablette pour voir qui fait quoi sur TikTok aujourd'hui, qui fait quoi sur Facebook aujourd'hui, sur WhatsApp aujourd'hui. Hop, et donc, je suis là-dessus, je scroll jusqu'à 9h, jusqu'à 10h. Et je continue. Et le soir, avant d'aller au lit, c'est la même chose. Et donc, au lieu de travailler, de m'investir pour améliorer l'univers, moi-même, personnellement, mon existence, ma famille, mon pays, apporter quelque chose à mon pays, je perds mon temps. Mais derrière tout ce système qui vous fait perdre le temps, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent. Il y a quelqu'un qui cultive, en fait. Il y a quelqu'un qui est derrière cet algorithme, qui cultive, qui lui gagne en vous rendant paresseux ou aliéné, en fait. Donc, en face de la culture, nous avons l'aliénation. L'intelligence artificielle ramène ces deux faces, ce qui va entraîner une dépravation du monde de demain. Il y a des emplois qui vont être perdus. Il y a certains travaux qui existent aujourd'hui qui n'existeront pas. Beaucoup sont déjà partis, en fait. En banque, aujourd'hui, beaucoup achètent en ligne, en fait. Il y a beaucoup d'entre vous qui achètent en ligne. Voilà, donc il y a certains banquiers qui n'existent plus. En transport, par exemple, je parle des drones, par exemple, qui livrent des marchandises, des médicaments, un peu partout, en fait. Donc, il y a la caisse, par exemple. Il y a certains endroits, moi je vis en Belgique, en fait. J'ai un magasin dans lequel j'allais au début. Il y a les caisses, vous avez pratiquement 20 caissières. Aujourd'hui, quand vous rentrez, il y a à peine 3 caissières. On a des systèmes automatiques où vous prenez les articles vous-même, vous les scannez, et quand vous payez, et puis vous sortez. Vous n'avez pas besoin de caissière. Donc, il y a des emplois qui vont être perdus. C'est pour là, l'intérêt pour vous, élèves, en fait, à savoir mes orientations. Qu'est-ce que je dois faire pour être en phase avec l'évolution? Parce que ça va très vite. Ça va très vite. Le grand choc de cet univers, c'était la révolution industrielle. La révolution industrielle, 18e siècle. C'était le grand choc de l'univers. Tout a changé par la révolution industrielle. James Watt, inventant des moteurs. Donc tout a changé. On a eu les trains, on a eu des véhicules. On a commencé à fabriquer, à réfléchir sur l'avion. C'était choquant. Et on ne pouvait pas réfléchir à l'univers qu'on pouvait arriver en fait à ce point. Mais aujourd'hui, la révolution industrielle n'est rien devant l'intelligence artificielle. La révolution industrielle qui a fait craindre à l'humanité, commencé en Grande-Bretagne en fait, et qui s'est éparpillée partout. Ce n'est rien par rapport à ce que l'intelligence artificielle ramène. Donc si vous ne vous préparez pas, vous serez étonné, vous serez surpris, vous serez très surpris. Certains d'entre nous, par exemple, quand on est né, on ne connaissait pas le téléphone. Mais vous êtes né avec le téléphone. Certains seront nés dans l'intelligence artificielle. Certains. Sa petite
par exemple, sont nés dans l'intelligence artificielle. La façon de penser est différente. Donc, autant je parle de la perte de certains emplois, mais autant je parle de l'arrivée de certains emplois. L'intelligence artificielle, comme l'informatique l'a fait, comme l'automatisation l'a fait, comme la robotique l'a fait, va créer des emplois. Mais ces emplois ne seront accessibles que par des gens qui ont la pensée. Les emplois qui seront créés par l'intelligence artificielle ne seront accessibles que des gens qui peuvent coder, des gens qui peuvent programmer, des gens qui savent faire de la mathématique, parce que c'est ça qui est au-dessus de tout cela. Malheureusement, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui, pas seulement au PEM, qui disent « moi j'aime l'informatique », et quand ils rentrent à la maison, ils allument l'ordinateur. Mais ça, ce n'est pas l'informatique. L'informatique commence par la mathématique. Si vous aimez l'informatique, allez commencer par la résolution des équations. Vous voyez tout ce que vous avez là-bas, ça c'est l'informatique. L'informatique commence par la mathématique. Parce que derrière l'informatique, il y a l'algorithme. Ce qui fait fonctionner toute la structure, c'est l'algorithme. Et l'algorithme, c'est le cœur même de la mathématique. Plus vous êtes matheux, plus vous avez la facilité de réfléchir, plus vous allez devoir apporter des innovations faciles dans le codage. Quand je parle de robots, d'intelligence artificielle, quand je parle de drones, derrière ça, il y a l'électronique, il y a l'électricité, il y a la mécanique. Quelle discipline, quel choix faire? Quelle filière, quelle série dans lesquelles je vais m'engager pour que demain, je sois en phase et que je ne sois pas au bord de la route. Parce que l'intelligence artificielle va mettre une grande partie de la population au bord de la route. Donc voilà quelques points qui sont les points saillants sur lesquels vous devez réfléchir. La question, c'est de savoir, révolution artisanale d'abord, révolution industrielle, informatique et intelligence artificielle, que nous réserve le monde de demain. Il n'y a personne qui sait. Il n'y a personne qui peut le prédire. Autant les choses vont très très vite en fait. Les choses vont très vite. Quand vous entendez parler de ChatGPT, de la robotique, des humanoïdes, des robots, ne les voyez pas à l'esprit d'un Africain qui pense que c'est seulement en Europe qu'on peut faire ça. Jamais. Quand vous entendez parler des drones qui transportent une personne ou qui peuvent livrer une marchandise à gauche et à droite en Californie, à Shanghai, à Paris ou à Bruxelles, ne vous sentez pas comme moi je ne peux pas le faire. Ce n'est que dans les pays développés que ça peut se faire. Non. Là, vous vous mettez dans la peau d'un esclave. Vous avez la capacité d'élever l'univers. Vous avez la capacité d'apporter ces connaissances à ce pays. Vous avez la capacité de pouvoir changer les choses dans ce pays. Vous avez la capacité de pouvoir révolutionner, créer de l'innovation autour de vous. Il y a 70 ans, la Chine était moins développée que le Ghana. Il y a 70 ans, la Chine était moins développée que le Ghana. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale. Parce que la Chine s'est basée sur l'école, l'informatique, l'automatisation, la robotique et l'intelligence artificielle. Et la vitesse où vont les choses, dans 10 ans, 20 ans, vous serez surpris par le niveau où la Chine arriverait. Donc ne vous limitez pas. Vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes. Et ce pays vous appartient, ce continent vous appartient. Vous devez apporter énormément à ce continent. L'intelligence artificielle, ça va au-delà de ce que vous pensez. Ça va au-delà. C'est un changement radical de l'univers qui arrive. C'est un changement systématique. Donc, en vous, vous devez vous donner des capacités de programmeurs, des capacités de mathématiciens, des capacités des gens qui réfléchissent, qui font travailler la matière grise, des capacités des gens qui font profiter leur temps dans leurs études. Je mets mon temps à profit. Je ne reste pas sur Internet à ne rien faire. Je ne reste pas sur TikTok, sur les smartphones, à perdre mon temps. Mais je m'investis pour pouvoir suivre les mêmes évolutions que ce qui se fait aux États-Unis, en Californie, à New York, ce qui se fait à Berlin, à Londres, ce qui se fait à Shanghai, à Bruxelles, à Paris. Vous êtes les mêmes. Vous avez les capacités. Aujourd'hui, avec l'informatique, vous avez tous les outils devant vous. Vous pouvez vous former. Vous pouvez suivre des cours de programmation. Vous pouvez suivre des cours de codage. Au lieu de perdre le temps à regarder des chansons ou des choses, je dirais, débiles, vous devez mettre ce temps en application. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Des choses qu'on n'enseigne pas dans l'école, mais qui sont de nature à vous améliorer, qui sont de nature à vous faire exceller dans ce que vous allez devenir demain. Donc voilà,
Voilà, c'est entrée en fait sur l'intelligence artificielle. J'aimerais vous laisser la parole pour que vous puissiez, à travers cette communication, me poser des questions. Je pense que c'est un peu plus clair dans vos têtes maintenant. Et vous pouvez me poser des questions et ensemble, c'est un lieu de partage en fait, hein, et d'échange. On va essayer de répondre à ces questions. Voilà, je vous remercie. D'abord, je voudrais remercier notre DG de nous avoir fait ce beau discours en quelque sorte, qui est un résumé sur tout sur l'intelligence artificielle. Pour en venir à ma question, je voudrais savoir d'abord qui est l'inventeur de l'intelligence artificielle et aussi, est-ce que c'est le même plan éducatif que les Européens ont fait pour ne pas être trop dépassés par la Chine? Dans le but de l'évolution de l'humain, c'est de devenir plus paresseux ou devenir plus cultivé ou bien plus intellectuel. J'aimerais savoir pourquoi nous dire que cette intelligence artificielle a une facette négative alors qu'elle a permis l'évolution de l'humanité et de l'amélioration de beaucoup de choses. On parle de l'informatique, on parle de l'intelligence artificielle. Mon inquiétude est que l'intelligence artificielle n'est-elle pas une sous-branche ou alors un sous-aspect de l'informatique? Est-ce que ces deux domaines sont dissociés ou bien l'intelligence artificielle est une branche de l'informatique? En quoi est-ce que la mathématique peut servir à coder? Est-ce que ça aide à développer le cerveau pour mieux comprendre les codes ou bien ça fait partie intégrante du codage? Sur les questions, c'est très intéressant ces questions parce que ça prouve que la thématique vous a plu, voilà, et que vous êtes suffisamment rentré dans la matière. C'est une occasion en fait d'approfondir cette notion d'intelligence artificielle quand vous sortirez d'ici. La première question qui a été posée par Abba, il voulait savoir qui a inventé l'intelligence artificielle et est-ce que c'est le même système éducatif que l'Union européenne a mis en place pour ne pas être dépassé par les Chinois. L'intelligence artificielle a été inventée par deux personnes. Il y a Alan Turing, qui est un ingénieur informatique aux États-Unis, et John McCarthy. John McCarthy, c'est un Britannique, en fait. Ce sont tous des ingénieurs qui sont partis, en fait, du codage. Du codage. Donc, à partir du codage, ils ont senti, en fait, la limite du code, en fait. Le code, c'est déjà très puissant, en fait. Quand on parle d'informatique, de coder, c'est déjà très puissant, de donner de l'ordre à une machine, en fait. Maintenant, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ramener la machine à apprendre des choses qui sont beaucoup plus complexes que l'homme ne peut pas apprendre? Pour calculer, quand je fais 7 x 9, par exemple, il y a des gens qui vont réfléchir ici peut-être 5 minutes avant de trouver la réponse. Mais une machine, quand je fais 498 932 multiplié par 35, il va me donner directement, en fait. L'univers a besoin de la rapidité, on a besoin d'aller plus vite, en fait. Et donc, pour cela, il a fallu toujours, on est toujours à la recherche, en fait, de l'amélioration. Donc, ces ingénieurs se sont dit, mais bon, au lieu de fabriquer un robot qui soit limité par les codes, c'est-à-dire les instructions que je lui donne, pourquoi ne pas ramener ce robot à réfléchir? Quand il est devant ces situations que je n'ai pas prévues dans mon code, lui-même, il prend les décisions qu'un humain doit pouvoir prendre. L'idée est née et a été approfondie quand le joueur de dames russe, là, Gasparov, a été battu par un ordinateur. Donc, un joueur de jeu a été battu par un ordinateur. Donc, les jeux dames, c'est de l'intelligence, c'est purement de la mathématique qui est derrière. Donc, une personne physique qui joue a été battue par un ordinateur. L'ordinateur a été programmé, en fait. Donc, l'idée, c'est de ramener les machines à réfléchir beaucoup plus rapidement que l'humain, et sur des situations beaucoup plus complexes. Est-ce que c'est le même système éducatif? Je dirais, l'éducation, c'est de l'argent. Vous ne pouvez pas produire de la qualité si vous ne mettez pas de l'argent dedans. C'est ça. L'éducation, c'est de l'argent. En sixième, ici, vous faites déjà des codes, vous écrivez déjà des codes. Ceux qui sont en quatrième, en cinquième, des gens qui sont en seconde ici, ils sont très avancés déjà dans le codage. C'est parce qu'on a de l'ordinateur, c'est parce qu'on a également des kits Arduino, quand on a du matériel, en fait. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas d'ordinateur, comment voulez-vous qu'ils codent, en fait? Donc, la Chine, non seulement a réformé son système éducatif, mais la Chine a mis beaucoup de moyens dans l'école. Aujourd'hui, vous avez plusieurs classes, plusieurs universités
qui sont délocalisés. Les élèves sont à la maison, mais ils apprennent comme s'ils étaient à l'école. Voilà. Donc, il y a les moyens et la réforme éducative. C'est ça qui a fait que la Chine est devenue aujourd'hui, il y a un programme universel qui permet d'évaluer la qualité des écoles et classe les universités. Aujourd'hui, sur les 10 derniers classements, c'est la Chine qui occupe la première place. On appelle ça le programme PISA, Programme of Standard International Assessment. C'est la Chine, les écoles chinoises sont les meilleures écoles cotées, en fait, parce qu'il y a de l'argent et il y a une réforme. On oriente vers l'informatique. Les enfants, déjà, depuis le CE1, CE2, commencent à faire du codage. On oriente, parce que l'avenir, c'est l'informatique. Vous ne pouvez rien faire sans coder, en fait. Si vous ne codez pas, vous allez devenir des bêtes. Akouvi a évoqué 2 facettes de l'intelligence artificielle. La question de M. Adibadia revient aussi un peu sur ça. L'intelligence artificielle apporte une amélioration, mais la crainte, ça vient d'où? Ça vient du fait que l'informatique apporte une bonne amélioration. L'informatique apporte une amélioration conséquente de l'univers. Aujourd'hui, quand vous décollez dans un avion, les pilotes, après quelques moments, ils ne font plus rien. On met un pilotage automatique et l'avion va tout seul, en fait. Et tout ça, c'est l'informatique, en fait. L'intelligence artificielle rentre dedans également. Mais c'est également l'informatique qui ruine la vie de beaucoup de gens, de jeunes gens. L'informatique, si vous ne savez pas l'utiliser, ça vous conduit à la dépravation. Les TikTok, les Facebook, les Instagram. Donc, quand vous passez les temps sur ces outils de réseaux sociaux, ça vous fait perdre la vie. Et ça vous déculture, c'est-à-dire vous pensez moins. Vous vous consacrez moins à vos études, vous consacrez moins à votre famille. L'aspect humain, relationnel que vous avez avec vos frères, avec papa, avec maman, ça diminue. Quand tout le temps on va sur les smartphones, quand tout le temps on va sur l'ordinateur. Donc l'informatique est une drogue comme l'alcool, comme la cocaïne. En fait. C'est ça la facette négative de l'informatique. C'est très utile parce que je peux apprendre la comptabilité sur l'informatique, je peux apprendre l'administration sur l'informatique, je peux apprendre du DAO, CAO, je peux apprendre du codage sur l'informatique, je peux apprendre la gestion, je peux apprendre le Word, tout ce que je veux, je peux apprendre sur l'informatique. Si je suis dans la dynamique positive, c'est ça. Mais si je me lève le matin, je suis dans le lit et je scrolle tout le temps sur TikTok, je veux voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau et ça m'aspire et je continue jusqu'à 8h, jusqu'à 9h, jusqu'à 10h, en fait, vous êtes en train de vous droguer. Et ça, c'est très mauvais. Donc, cette double facette de l'informatique a été élevée à la puissance N si on arrive à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui facilite beaucoup et qui va beaucoup faciliter l'univers. Mais si on ne sait pas l'utiliser, ça va vous entraîner dans la dépravation. La question, c'est la pensée, le rationalisme, l'identification, le discernement. Qu'est-ce qu'il me faut? Discerner le bien du mal, en fait. Qu'est-ce qu'il me faut? Vous êtes jeune, en fait. Vous êtes l'avenir de ce pays. Et donc, vous ne pouvez pas emprunter de la mauvaise voie. Vous devez avoir du discernement. Vous devez avoir la hauteur pour dire ça, je ne veux pas le faire, parce que ça ne me sert pas. Ça, je ne veux pas faire ça, parce que ce n'est pas utile pour moi. Ça, je veux faire, parce que vous devez voir loin. Vous devez avoir une vision. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Ne vous limitez pas à ce que vous avez en face de vous. Il faut avoir une grande vision. Monsieur Adibadia, on parle de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas une suite de l'informatique ou est-ce que les deux constituent 2 domaines différents? Non. L'intelligence artificielle n'est qu'une nouvelle dénomination de l'informatique. L'intelligence artificielle est née de l'informatique. On ne peut jamais faire l'intelligence artificielle sans faire de l'informatique. Mais on peut faire de l'informatique, je peux faire du DAO, CAO par exemple. Je peux programmer une allumage automatique par exemple. Je ne fais pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus au-delà de l'informatique. C'est, pour simplifier, je vous l'ai dit, c'est apprendre à une machine de réfléchir. Vous avez aujourd'hui des véhicules dans lesquels quand vous rentrez, vous prenez votre thé et puis vous lisez votre journal. Le véhicule vous ramène au boulot, tout simplement. Ce sont des véhicules inventés par Tesla, en fait, et qui sont truffés de l'intelligence artificielle. Le véhicule réfléchit. Quand il y a un obstacle devant, il s'arrête. Quand l'obstacle passe, il continue. Le véhicule peut clignoter, dépasser un autre véhicule et puis se rabattre après. Il respecte le code intégralement. Il vous ramène jusqu'au garage, en fait. Vous quittez le boulot, vous mettez l'adresse de votre maison, vous prenez votre gadget, vous commencez à lire, vous écoutez de la musique, vous prenez votre café. La voiture vous ramène jusque dans votre garage. Ce sont des véhicules qui ont de l'intelligence artificielle. Donc, apprendre à la machine à réfléchir.
Parce que vous ne pouvez pas programmer un véhicule qui va vous ramener à la maison. Parce que les situations qui seront sur la voie sont imprévisibles. Mais quand j'apprends à la machine à réfléchir, ce n'est pas facile ce que nous disons en fait. Et c'est pour ça que je vais rejoindre la question de Gabiam qui veut savoir en quoi les mathématiques peuvent aider à coder. Le monde est fait de mathématiques. Si vous n'êtes pas matheux, ne rentrez pas ici à OPEP. La mathématique, c'est la science qui dérive de la philosophie. La première science existentielle, c'est la philosophie. Et la mathématique est née de la philosophie. Ce n'est que de la mathématique que sont sorties la physique, la chimie et la biologie. Et puis les sciences nouvelles que nous connaissons, l'informatique, l'intelligence artificielle, sont nées plus tard. La mathématique non seulement permet d'activer les neurones et de faire réfléchir, mais dans la résolution des problèmes, vous avez besoin des outils mathématiques. Dans l'écriture d'un algorithme, par exemple, un algorithme, c'est la structure qui va faire fonctionner une application, un logiciel. Vous avez besoin de la mathématique. Il y a des équations linéaires du second degré, d'un seul degré ou de 3 degrés que vous avez et que vous injectez dans une écriture, dans un code, et c'est la résolution qui fait que le bras du robot tourne comme ça ou il tourne comme ça. Donc, ce n'est que de la mathématique. Quand vous voyez des robots, ou quand vous voyez un système automatisé, informatisé, en plus qui intègre l'intelligence artificielle, l'outil qui est derrière, ce n'est que de la mathématique. Ce n'est que de la mathématique. D'accord? 2 aspects. 1, quand vous faites de la mathématique, vous réfléchissez, vous comprenez beaucoup plus rapidement. 2, l'outil mathématique, c'est l'outil intégral que vous avez dans le codage. Donc, toutes les fonctions, tous les outils, que ce soit en trigonométrie, que ce soit en géométrie, que ce soit en algèbre, en analyse, en probabilité, en statistique, tous ces grands domaines que vous avez en mathématiques sont implémentés intégralement en informatique. Donc, si je veux faire de l'informatique, la discipline capitale, c'est la mathématique. Je continue à faire du codage, mais quand vous faites de la mathématique, vous allez voir que le codage est beaucoup plus facile pour vous. J'ai répondu en fait à ces questions. Je ne sais pas s'il y a encore des mains qui seront en l'air. Pour le développement, pourquoi l'homme cherche-t-il à toujours développer? Et il développe, mais pourquoi il n'est pas satisfait? Ma question, c'est de savoir quelles sont les facultés, les séries que nous pouvons faire pour pouvoir déboucher sur le monde de l'IA ou encore l'intelligence artificielle. J'aimerais savoir quel est l'impact de l'avancée de l'intelligence artificielle sur la protection de la vie privée et la sécurité des données. Est-ce que vous pensez que c'est à partir de tous les usages que nous faisons de l'intelligence artificielle que celle-ci peut évoluer et encore nous offrir d'autres opportunités pour le futur? L'homme cherche-t-il à surpasser une certaine puissance pour pouvoir avoir accès à tout le savoir de l'univers, ou bien il veut simplement avoir seulement le savoir pour pouvoir se sentir comment ça fait seulement? Par les bienfaits de l'intelligence artificielle, nous voyons que l'homme cherche de plus en plus la facilité. Donc, en quelque sorte, par le biais de l'intelligence artificielle, l'homme cherche à devenir plus paresseux. Donc, se faciliter la vie pour pouvoir effectuer des activités plus rapidement. La première question, c'est la question de Touran qui voulait savoir le développement. Pourquoi l'homme cherche toujours à développer et pourquoi il n'est jamais satisfait? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais il faut se mettre dans l'univers. Nous sommes dans l'univers. Vous devez quitter complètement l'Afrique, nos habitudes africaines, où on est tellement satisfait du minimum. Vous devez quitter ça. Le monde évolue, vous devez être en phase avec ce qui se fait en Californie. Vous devez être en phase avec ce qui se fait à Berlin, à Ottawa, ce qui se fait à Shanghai. Vous devez être en phase avec ça. C'est ça. Le besoin humain, c'est une imposition naturelle. La nature impose certaines conditions et l'homme doit s'adapter. L'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie. On a besoin de se nourrir, donc on va aller chercher de la nourriture. On a besoin de se vêtir parce qu'il fait froid. Donc on va tuer les bêtes pour prendre la peau pour se vêtir. Donc c'est la nature qui impose des conditions. Et l'homme s'adapte à cela. L'homme, pensant, a besoin de faciliter l'existence. J'ai parlé de la culture, qui est la somme des efforts que vous faites pour pouvoir faciliter l'existence, en fait. Donc la nature impose des lois. La surface du globe terrestre n'a jamais été augmentée, en fait.
la surface du globe terrestre, depuis que le monde existe, n'a jamais connu une augmentation. Mais vous êtes convaincu avec moi que la surface a connu une diminution. Oui ou non? Voilà. Tout le monde est d'accord que la surface du globe terrestre a connu une diminution. Qu'est-ce qui a entraîné cette diminution? L'avancée de la mer. J'étais parti à l'espace BCAO. La dernière fois, ça fait 1 année que je n'ai plus été là-bas. J'ai été à l'espace BCAO. En fait, j'avais envie de pleurer, en fait. Là où on baignait, après avoir fait le tour, mais la mer a tout emporté. La mer a tout emporté. Il y a 1 an que je ne suis plus parti là-bas. C'est parti à Bruxelles. Quand je suis rentré, j'ai été là-bas, mais j'étais étonné. Avec l'avancée de la mer, la Terre perd la surface. Mais paradoxalement, la population universelle ne fait qu'augmenter. La population ne fait qu'augmenter. Moi, j'ai connu le Togo, on était à 4,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à pratiquement 8 millions d'habitants. Mais il faut cultiver pour pouvoir nourrir cette population. Donc, c'est les besoins de la société, les besoins de l'univers imposent à l'homme de réfléchir. Et l'homme qui ne réfléchit pas, c'est l'homme qui est mort et qui est faible. Et c'est ce que nous faisons en Afrique. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont en Occident, ils pensent avant que le problème n'arrive. Et c'est ça qui fait que l'homme est automatiquement obligé de chercher avant que le problème ne se pose, en fait. Donc, on a vu l'avancée de la mer. Et nous, on attend jusqu'à ce que la route soit emportée. En Europe ou dans des pays développés, ils vont chercher des moyens pour stopper cette avancée. Mais la mer, si vous le stoppez ici, il va ailleurs. C'est peut-être qu'ils l'ont stoppé quelque part, que ça vient chez nous, en fait. Et c'est ça, l'univers. Donc, l'évolution, ce n'est que les conséquences de la recherche de solutions des problèmes posés par l'univers. Et si vous ne cherchez pas ces solutions, vous êtes mort. Vous êtes mort. Malheureusement, c'est ce que nous faisons en Afrique. Vous êtes mort. Il faut anticiper. Il faut prévoir. Il faut aller plus vite. Quand il va pleuvoir, eh bien donc, je vais concevoir mon abri en conséquence. Quand je fais des étages, je ne vais pas monter les escaliers, je vais concevoir un ascenseur. Donc, ce sont les besoins de l'univers qui imposent à l'homme de réfléchir. Et le plus puissant, c'est celui qui prévoit. Ceux qui sont dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, avant que nous, Africains, nous rentrions vraiment dans l'intelligence artificielle, ils sont loin devant nous, en fait. Ils sont loin devant nous. C'est pour ça qu'il faut être en phase. Il faut être en phase avec eux. Il faut travailler en même temps qu'eux. La deuxième question, celle de Djinéko Arufa, les facultés, les séries à faire pour déboucher sur le monde de l'intelligence artificielle et avoir un travail, un boulot en phase avec cette évolution. C'est une très très bonne question en fait. Très bonne question. C'est une partie que je vais développer après dans la deuxième thématique en fait, pour pouvoir contribuer au développement national et au développement continental. Les séries, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la robotique, on parle des humanoïdes, on parle de l'automatisation. Les séries aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle STEM, Science, Technology, Engineering, Mathématiques. Et c'est ça ce que nous faisons ici à OPEM en fait. Les séries à faire aujourd'hui, ce sont des séries scientifiques. Ce sont des séries scientifiques. Vous prenez les branches de la mathématique, les branches de l'informatique, les branches de la mécanique, les branches de l'électricité, de l'électronique. Ce sont des séries qui vous conduisent en fait à être en phase à tout moment. Quand on vous appelle dans ce domaine, vous êtes au taquet. Quand on vous appelle ici, vous êtes au taquet. Voilà. Donc, je suis désolé, mais les séries comme la littérature, moi je veux faire A4. C'est vrai qu'on s'exprime en français en fait. We can also speak in English. On peut parler aussi en anglais. On peut parler aussi en allemand, en néerlandais également. Moi je parle ces langues, mais je n'ai pas fait la littérature. Je n'ai pas fait la littérature. Ce n'est pas des langues, c'est des langues qui vont développer le pays. Ce n'est pas ces langues qui vont vous permettre en fait, d'intégrer ce qui se fait en intelligence artificielle. Il y a toujours une utilité pour ce genre de choses. Mais le besoin, c'est l'industrie. L'industrie, c'est la science appliquée. La mathématique, la physique, la chimie, la programmation, le DAO, CAO, la modélisation, les calculs, la conception. Ça, ce sont des matières, des domaines dans lesquels on a même besoin de vous. On va venir vous chercher en fait. Voilà, au lieu de partir en G2, en G3, en G1, il ne faut pas perdre le temps. Il ne faut pas perdre le temps. Ça, c'est toutes des connaissances qu'on peut apprendre sur l'ordinateur. Donc, les sciences appliquées. Voilà, Madame Kevia Koé, qui est enseignante ici, enseignante en sciences, en fait, physique, technologie, informatique, voulait savoir l'impact de l'IA, l'avancée de l'intelligence artificielle, sur la sécurité de la vie privée, la protection des données et éventuellement le métier de l'enseignant. Évidemment, le problème est là. Le problème est là parce qu'on n'a pas de limite, en fait. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut coudre des fissures
avec des fils de moins de 1 mm à distance. Un médecin, par exemple, qui est à Ottawa, peut intervenir chirurgicalement sur un patient qui est à Munich, à plus de 10 000 km de différence, en fait, faire une opération chirurgicale. Ça se fait avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, en Chine, aujourd'hui, il n'y a rien que vous soyez en mesure de faire sans que l'État ne soit au courant. Vous êtes, je dirais, scanné partout, en fait. Vous êtes scanné. Partout où vous passez, il y a des caméras un peu partout. Et donc, vous êtes suivi. Depuis que vous sortez de votre maison, tout ce que vous faites, vous êtes suivi. Vous êtes suivi. Avec l'intelligence artificielle, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des... On a des pacemakers qu'on met dans le corps pour faciliter la respiration. Mais on a des puces aujourd'hui qu'on peut injecter dans la peau. Et avec l'intelligence artificielle, en fait, on peut lire à travers ce que vous pensez. Il y a ce qu'on appelle l'interface cerveau-machine. Donc, ce que vous pensez, la machine le lit et la machine fonctionne en fonction de votre pensée. Avec l'automatisation, on appuie sur les boutons pour pouvoir faire fonctionner la machine. Mais avec l'interface cerveau-machine, c'est vous qui pensez et la machine réagit. Quand je dis tourne à gauche, la machine va à gauche. Quand je dis tourne à gauche, si je pense, pas quand je dis, quand je pense, la machine fait ce que je pense en fait. Donc l'intelligence artificielle, ça va très loin. Et donc, le problème est là. Quelle est la limite au niveau de la vie privée? Quelle est la limite au niveau de la protection des données? Le problème est là. C'est un grand problème, c'est une grande question. Et ça fait office à des débats dans les assemblées, en fait. On essaie de mettre en place des lois pour limiter un certain nombre de choses. Ce sont ces lois qui sont des obstacles. Sinon, là où on sera aujourd'hui, on sera très loin. Donc, il faut savoir que quand vous allez sur n'importe quel réseau social, vous laissez des traces. Si Facebook veut sortir ce que vous avez laissé sur Facebook aujourd'hui, je pense que quand vous rentrez à la maison, vous ne sortirez plus. Quand WhatsApp veut sortir des informations sur vous aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, vous ne sortirez plus. Parce que chaque fois, quand vous allez sur ces sites, ils vous espionnent. Ils essaient de déterminer vos besoins. Ils vous envoient des publicités ciblées par rapport au site que vous visitez, en fait. L'intelligence artificielle va plus que ça. Donc, on est dans un monde où plus vous utilisez ces outils, plus vous vous exposez, en fait, dans votre vie privée. C'est une question capitale. Donc, la limite de la vie privée, la limite des données, l'utilisation des données, en fait. Parce que l'intelligence artificielle fonctionne sur ce qu'on appelle une base de données. Une base de données, c'est que combien d'élèves j'ai ici? Qu'est-ce que les élèves aiment? Qu'est-ce qui les intéresse? Donc, c'est les bases de données. Les entreprises vont venir pour acheter ces bases de données, pour pouvoir faire travailler leur intelligence artificielle. C'est ça, en fait. Donc, les lois, ce sont des lois qui constituent les obstacles pour que la vie privée ne soit pas sur le boulevard. Sinon, vous allez vous exposer sur le boulevard. Un jour, vous allez voir votre photo, vous qui faites n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous allez vous voir, c'est moi ça, et vous rentrez à la maison, et il y a des élèves qui se donnent la mort en Europe. Parce qu'ils ont été trop loin. Et ils se sont rendus compte qu'on prend ce qu'eux-mêmes ils ont fait pour les harceler, pour les menacer, en fait. Voilà, j'ai fait ça, on fait ça, et puis après, on pense que je ne le fais qu'avec mon copain, donc on peut faire ça, et attention. Et puis après, c'est fini, en fait. Donc faites vraiment attention. Tout dépend de l'utilisation que vous faites de l'outil qu'on met en face de vous. Un couteau, ça peut éplucher des pommes de terre, hein, mais un couteau, ça peut faire encore quoi? Ça peut tuer. Ça peut tuer. Voilà, donc il n'y a plus de limite. Maintenant, pour l'enseignement, l'informatique, l'intelligence artificielle, c'est un outil formidable. C'est un outil formidable. Si on reste dans la culture positive, science sans conscience n'est que quoi? Ruine de l'âme, en fait. C'est la science. Et il faut la conscience humaine pour contrôler cette science. Sinon, c'est la dépravation de l'âme. C'est l'âme que nous ruinons, en fait. Dans le domaine de l'enseignement, l'intelligence artificielle est un outil incontournable. C'est un outil sans faille. C'est un outil sans faille qui déjà part de l'informatique, qui ramène à l'enfant le virtuel. Je fais un cours sur quelque chose que l'enfant ne voit pas, les élèves ne voient pas. Mais l'intelligence artificielle, l'informatique me permet de ramener ça. Je peux modéliser, je peux créer un modèle de ce que je veux. Ça ramène en fait du concret devant l'élève en fait. Les solutions
qui sont des solutions complexes hier sont devenues faciles aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je peux être en phase, en contact avec un élève qui est malade sur son lit et lui donner cours. Je peux le partager, le contenu de ce qui se fait en classe directement avec un élève qui est malade et qui est à la maison. Ce sont des outils qui sont très riches. Je peux m'améliorer dans mon cours. Je dois enseigner, je dois faire un laboratoire, par exemple, aux élèves. Et je n'ai jamais eu ça quand j'étais sur les bancs. Mais c'est un outil, c'est un domaine où je peux me perfectionner, je peux apprendre. Et quand je viens devant l'élève, je vais pouvoir lui apporter de la qualité, en fait. L'informatique et l'intelligence artificielle sont des outils incontournables pour améliorer. Parce que le défi pour un enseignant, aujourd'hui, surtout au Togo, c'est ce que j'ai souvent dit quand j'ai l'occasion de me présenter devant les enseignants à l'intérieur du pays, le défi, c'est que les élèves que j'ai devant moi doivent être meilleurs plus que moi. Si vous n'enseignez pas dans cette optique, ce que vous faites est vil. Les élèves que j'ai devant moi doivent être meilleurs que moi. Donc, il est de mon rôle de faire tout pour que l'enfant qui est devant moi soit meilleur que moi. Si je n'arrive pas à cet objectif, mon enseignement n'est pas de qualité. Et donc, l'informatique et l'intelligence artificielle sont des outils en fait, fondamentaux. Utilisés à bon escient, ça permet en fait de ramener de l'excellence dans les établissements. Aborder la question de Agbemedi qui dit que pensez-vous que c'est à partir de tous les usages de l'intelligence artificielle que celle-ci peut évoluer et nous donner beaucoup d'opportunités? Tous les usages, non. Tous les usages, non. C'est le discernement. L'utilisation de l'informatique, de l'intelligence artificielle relève du discernement. Tu dois savoir le bien et le mal. Quelle utilité je dois en faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelle frontière je ne veux pas dépasser? Ça, je ne veux pas le faire. Ce site, je ne veux pas aller sur ce site parce que ça ne cadre pas avec mes valeurs. Mes parents ne m'ont pas appris ça. Le pays dans lequel je vis ne m'autorise pas ça. Donc, je dois m'investir plutôt dans ce domaine, en fait. Le continent, en fait, dans le pays, ne me permet pas d'évoluer dans ce sens-là. Il y a un certain nombre de choses que vous voyez sur l'Internet, sur les écrans, il ne faut pas les faire. Ce n'est pas parce que je le vois que je dois le faire. C'est pas parce que quelqu'un le fait, une fille le fait quelque part, un garçon le fait que je dois le faire. Non, j'ai mes valeurs. Nous avons nos cultures, nous avons nos valeurs et nous devons respecter nos valeurs. Vous devez rester tel que vous êtes. Ça n'empêche pas d'élever au niveau de la programmation. Ça n'empêche pas d'élever au niveau de codage. Ça n'empêche pas de développer des applications dans l'intelligence artificielle. Mais je ne me laisse pas à la dépravation. Donc l'usage que vous faites de l'intelligence artificielle, ça dépend de la capacité de discernement que vous avez. Nous devons suivre la voie positive. Nous devons suivre la culture et ne pas aller vers la dépravation. Je vais terminer. Il y a la question de Gbekou qui a demandé si l'homme cherche-t-il à surpasser une puissance ou veut-il seulement savoir. Ce n'est pas la course à une puissance, mais c'est comme Tona a posé la question, la recherche et le développement, R&D. Si vous ne cherchez pas, vous serez surpris par des problèmes. Mais quand vous cherchez, vous allez trouver des solutions avant que les problèmes n'arrivent. Quand le problème arrive, ah, on a déjà fait ça. Ah, on a déjà fait ça. Donc, on apporte les solutions. Donc, l'avancée doit se faire sur le plan universel. Malheureusement, chez nous, en Afrique, nous n'avançons pas. Nous nous familiarisons avec des problèmes, alors que nous devons trouver des solutions à des problèmes et prévoir même des solutions à des problèmes qui ne sont pas créés. C'est ce qui se fait. Donc, tout le concours, tout le confluent, tout le courant informatique, tout le courant de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir prévoir des solutions. Bon, on est 8 millions au Togo aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, 30 ans, la population, 70 à 75% de la population togolaise a moins de 30 ans. Donc, à l'horizon, je dirais 2050, peut-être qu'on sera 10 millions sur ce territoire, qui est toujours combien de kilomètres carrés? 56 000 kilomètres carrés. La population augmente, mais le territoire ne s'augmente pas. Mais comment faire pour alimenter cette population? Il n'y a pas que l'alimentation, il faut l'école, il faut créer l'école, mais il faut les routes, il faut les hôpitaux, il faut les maisons. Voilà. Si on construit uniquement des villas, est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir héberger toute cette population? Ce sont des choses qu'il faut penser aujourd'hui. Il ne faut pas attendre que la population croisse avant de commencer à chercher ces solutions, en fait. Est-ce qu'on a suffisamment d'écoles? Combien d'écoles on va créer dans 5 ans, dans 10 ans? Donc ça, ce sont des prédictions qui naissent en fait de l'intelligence artificielle. Donc voilà, et c'est dans cette recherche en fait qui fait avancer le monde. Aujourd'hui, vous avez le plan de Bruxelles à 2030. Vous avez le plan de Paris à 2050. Ils ont déjà amplifié, intensifié en fait. C'est comme ça. Ça, c'est de la recherche.
Il faut chercher, il faut anticiper. Et vous devez chercher. L'élève que vous êtes aujourd'hui, vous ne devez pas être l'élève que nous étions hier. Vous devez chercher. Chercher des solutions avant que le problème ne se pose, en fait. Vous pouvez avoir une solution, le problème ne viendra jamais. Vous avez cherché. Vous l'avez dans la boîte, en fait. Quand le problème vient, vous sortez. Donc cherchez, cherchez. Allez au-delà de vous-même. Je vais terminer avec Abba, qui, en fait, a plutôt donné un complément, en fait. Par le bienfait de l'intelligence artificielle, l'homme cherche à devenir un paresseux. Un paresseux, je dirais plutôt, ça va vers l'aspect négatif de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que tu dois plutôt chercher à aller de l'avant. Il y a un intervenant que j'ai suivi une fois dans une conférence à Paris qui parle du solutionnisme de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il y a certaines populations qui pensent que l'intelligence artificielle va leur apporter la solution à tous leurs problèmes. C'est ça, ça rejoint un peu ta question. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est faux. Il ne faut pas rester dans cette dynamique. En fait. Il faut chercher des solutions. Il faut chercher, il faut toujours continuer à creuser et développer en fait des séries, des domaines dans lesquels vous pouvez améliorer votre savoir, le codage, la mécanique, l'électricité, la mathématique, la physique, pour pouvoir être en phase avec ce qui se fait. Passez vos temps en fait à améliorer, à apprendre à travers l'informatique et l'intelligence artificielle. À propos de toutes les réponses aux questions qu'on a posées et les réponses du DG, je me suis rappelé d'un exemple où il y avait une nouvelle série qui était venue. C'est tout récemment, il y a juste une semaine, que ma mère m'a évoqué le fait qu'il y a une nouvelle série qui est venue. Et maintenant, depuis, disons, 2 semaines, 3 semaines, les comptes des acteurs de cette série sont venus, quoi. Ils sont venus naturellement, sans qu'elle ait à les chercher sur TikTok, Facebook ou Instagram. Des trucs sur lesquels elle n'a jamais rien cherché, tout venait à elle, mais on s'est rendu compte que c'est de cette série ou de cette émission que vient telle personne, tel compte de telle personne. L'exemple de Chabès, c'est une réalité en fait, de l'utilisation des données. Les données des personnes, parce que vous avez généralement à la maison ce qu'on appelle les objets connectés. Poste téléviseur qui est connecté à Internet, vous avez vos smartphones qui sont connectés. Donc les chaînes que vous visitez en fait sont également connues par le provider, donc celui qui vous fournit Internet, et vous avez des applications qui exploitent ces sites ou ces émissions que vous suivez et qui, à chaque moment, vous proposent d'autres émissions en lien avec ce que vous suivez ou des services ou des publicités qui ont lien, qui ont très directement avec ce que vous suivez. C'est un peu comme si vous avez un espion ou un robot derrière dans votre maison, en fait, qui vérifie tout ce que vous faites. Donc, il faut vraiment faire beaucoup attention quand vous allez sur ces sites. Il faut savoir quelles sont les informations que vous laissez sur votre vie privée. Sinon, votre vie privée sera exposée au grand public. En fait. C'est ça aussi, en fait. Donc, derrière ce travail, vous devez savoir que ce sont des programmeurs, des informaticiens qui, je dirais, font usage de vos besoins pour pouvoir vous déplacer vers là où vous aurez satisfaction. Et chaque fois qu'ils vous ramènent à là où vous avez une satisfaction, vous perdez du temps peut-être à rester devant l'émission pendant longtemps et eux, ça leur fait rentrer de l'argent. Ça fait de la publicité ou ça leur fait rentrer de l'argent d'une manière ou d'une autre. C'est là où il faut faire agir la raison, le discernement. Voilà ce que je dois faire, ce qui est important pour moi à ce moment, en fait. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir terminer cette première phase sur cette intervention. J'espère que cette thématique sur l'intelligence artificielle sont devenues et par où commencer vous a servi et qu'à la sortie de cette émission, vous mettrez à profit vos capacités, vos intellects, vos fonctions cognitives pour être en phase avec ce qui se fait dans le monde entier, à l'univers. Que ce soit en Chine, en Europe, aux États-Unis, soyez intégrés et soyez en phase avec ce qui se fait partout, en fait. Développez vos capacités afin d'être meilleurs sur votre parcours. Voilà, chers élèves, j'espère que cette conférence sur l'informatique et surtout l'intelligence artificielle, ce que l'intelligence artificielle sera demain, et par où commencer pour être en phase avec cette nouvelle évolution universelle, vous a apporté
suffisamment de connaissances sur ce domaine. Vous avez des connaissances avant. Aujourd'hui, vous avez une clarification de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Quelles sont les dispositions que vous devez prendre? Quelles sont les mesures? Quelles sont les séries, l'engagement que vous devez faire dans votre parcours scolaire pour pouvoir être en phase avec ce qui se fait à Berlin, en Californie, à Miami, ce qui se fait à Shanghai, à Singapour et ce qui se fait à Paris. C'est la même chose que vous devez faire ici. Donc voilà, vous avez aujourd'hui suffisamment d'informations pour diriger votre vie. Et à la sortie de cette conférence, prenez soin de vous, utilisez les informations que vous aviez acquises ici pour pouvoir vous repositionner, pour devenir des excellents au service d'abord de vous-même, au service de votre famille et au service de ce pays. Je vous remercie.